traditionnelle cérémonie de lancement du rapport annuel d'Amnesty International. Nous sommes en compagnie des deux directeurs, le directeur Seydi Gassama de la section sénégalaise et le directeur régional par intérim Marcel Sabido. Bon, le lancement se fera comme ci. Nous allons commencer par M. Marceau qui va nous faire la situation des droits humains dans le monde et la situation régionale. Et nous allons finir par la situation au niveau national avec le directeur Seydi Gassama. Donc, M. Marceau, vous avez la parole. C'est à mon tour de vous remercier d'être présent ce matin pour cette conférence de presse de lancement de notre rapport annuel. Et comme vous l'a dit le Président, l'objet de mon intervention, c'est de vous présenter un aperçu global de la situation des droits humains en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. La situation des droits humains dans la région est extrêmement différente d'un pays à un autre, mais il existe des problématiques transversales qui ressortent justement de l'analyse de notre rapport annuel. Et j'aimerais vous en présenter 4 brièvement, à savoir les situations de conflit dans la région, l'extrême vulnérabilité de millions de personnes aussi en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, vulnérabilité économique et sociale. Vous parlez aussi des discriminations et violences basées sur le genre. Et enfin, de vous parler de la restriction de l'espace civique et des libertés dans la région. Donc pour parler de la première problématique, comme vous le savez, la région continue d'être déchirée par des situations de conflit, que ce soit dans le Sahel, en République centrafricaine, ou encore autour du lac Tchad, mais également dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Et dans ces contextes, des groupes armés continuent de commettre de graves exactions contre les populations civiles. C'est le cas notamment au Sahel, où des groupes armés comme l'État islamique ou le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le JNIM, continuent de commettre de graves exactions contre ces populations locales, notamment des attaques illégales, des destructions de biens, mais aussi des pillages ou encore des entraves à la délivrance de l'aide humanitaire. Pour vous donner un seul exemple, un exemple au Burkina Faso, dans le village de Barsalogo, en août 2024, plus de 200 personnes ont été tuées par des éléments du JNIM, 200 personnes principalement des civils qui étaient en train de creuser des tranchées autour du village pour justement se défendre contre les agressions des groupes armés. Mais ces violations contre les populations civiles sont aussi commises par d'autres groupes armés comme Boko Haram ou ISWAP, comme je le disais, autour du lac Tchad, ou encore par des groupes armés séparatistes au Cameroun qui s'en prennent aussi aux représentants de l'État, mais aussi aux élèves et aux professeurs, par exemple. Mais les populations civiles, dans ces situations de conflit, sont aussi victimes des agissements criminels des forces armées nationales et de leurs forces supplétives ou de leurs forces alliées. C'est le cas aussi dans le Sahel. Je vais redonner un exemple au Burkina Faso, mais il y en a d'autres évidemment dans le rapport dans plusieurs pays. Par exemple, en février 2024, dans les villages de Soro et Nodin au Burkina Faso, plus de 200 personnes, encore une fois, ont été tuées, massacrées par des éléments présumés des forces armées burkinabais, y compris d'ailleurs des dizaines d'enfants. Donc ces crimes contre les populations civiles dans ces situations de conflit, ils peuvent être qualifiés dans certaines circonstances de crimes de guerre, et ces crimes sont pour la plupart impunis, même si les autorités peuvent parfois annoncer des enquêtes judiciaires sur ces exactions. Malheureusement, ces enquêtes ne prospèrent pas et demeurent souvent lettre morte. Donc ce sont des crimes commis en toute impunité et aussi bien souvent dans l'indifférence de la communauté internationale, mais également devant une incapacité d'action ou de réaction des organes régionaux ou continentaux intergouvernementaux comme la CEDEAO ou l'Union africaine. Deuxième problématique que j'aimerais aborder et qui a un lien avec la première, c'est aussi donc, cette vulnérabilité économique et sociale de millions de personnes dans la région. Et je pense évidemment aux plus de 10 millions de personnes déplacées et de personnes réfugiées du fait des conflits. Mais on peut aussi élargir et parler de 57 millions de personnes en Afrique de l'Ouest et Afrique centrale qui sont aujourd'hui en insécurité alimentaire, notamment du fait des conflits,
mais aussi du fait de l'inflation, du fait aussi des effets du changement climatique. On a vu l'année dernière d'importantes inondations dans plusieurs pays, y compris par exemple au Tchad, qui ont affecté des centaines de milliers de personnes, mais également une insécurité alimentaire liée à la malgouvernance ou la corruption. Donc ces millions de personnes se trouvent dans une situation d'urgence humanitaire extrême. La protection du droit à la santé est également un défi dans la région où les États rechignent ou en tout cas ne respectent pas leur engagement à allouer au moins 15% de leur budget à la santé, ce qui fait que dans de nombreux pays de la région, les établissements publics de santé sont en nombre insuffisant ou alors trop vétustes. Les médicaments sont trop chers, les soins aussi sont trop chers, particulièrement pour les populations les plus pauvres. Le droit à l'éducation est également un défi dans la région et particulièrement dans les situations de conflit. Pour vous donner un seul exemple, au Mali, l'année dernière, plus de 1600 écoles étaient encore fermées du fait des conflits, ce qui affecte évidemment des centaines de milliers d'élèves. Et cette situation, malheureusement, elle risque de s'empirer avec ce que vous savez, c'est-à-dire la décision de pays occidentaux de réduire drastiquement leur aide au développement et leur aide humanitaire. Et c'est le cas notamment de l'administration Trump qui, vous le savez, a fermé l'agence USAID et a décidé de couper 85% de son aide humanitaire dans le monde, sachant que l'année dernière, un quart de cette aide humanitaire était dirigée sur l'Afrique. Il faut savoir que 40%, entre 40 et 50% même de l'aide humanitaire et de l'aide au développement en Afrique de l'Ouest et Afrique centrale était financée par l'agence USAID. Donc évidemment, cette restriction va ou risque d'affecter très sévèrement la région. La troisième problématique que j'aimerais aborder brièvement, c'est celle des discriminations et des violences basées sur le genre. Ce qu'on a pu documenter à travers donc, ce rapport annuel, c'est que les États, et c'est une bonne nouvelle, de la région adoptent de plus en plus de lois ou ratifient des conventions de lutte contre les discriminations et les violences basées sur le genre. C'est le cas par exemple de la Sierra Leone qui l'année dernière a adopté une loi interdisant les mariages d'enfants. Donc ce sont effectivement de très bonnes nouvelles et ces exemples sont multiples. Malheureusement, il y a un problème sur la mise en œuvre de ces lois et notamment sur effectivement la mise en œuvre et les campagnes de sensibilisation qui manquent pour faire changer les choses au niveau national. Et donc dans la région, on se retrouve encore avec des pays où le taux de prévalence, notamment des mutilations génitales féminines, mais aussi des mariages forcés et précoces, sont parmi les plus élevés au monde, ce qui est évidemment extrêmement problématique. En revanche, ce qu'on peut noter aussi dans la région, ce qu'on a noté, c'est une libération de la parole s'agissant des violences sexuelles et notamment des viols. On voit que de nombreuses affaires sortent, y compris dans la justice ou dans les médias, et les associations aussi portent la voix des victimes, ce qui est une excellente nouvelle. Mais là encore, on a pu noter une absence ou une déficience d'assistance médicale, psychologique, mais aussi juridique aux survivantes de ces violences sexuelles. J'aborderai maintenant la dernière problématique transversale qui ressort donc de ce rapport annuel, qui est la restriction de l'espace civique et des libertés dans la région. C'est un phénomène qui est mondial, qui ressort vraiment dans toutes les régions du monde, mais qu'on ressent aussi dans la région, puisqu'on voit qu'en effet, s'il y a des voix qui s'élèvent toujours, j'allais dire quotidiennement, pour dénoncer l'insécurité, dans les situations de conflit, promouvoir justement les droits des femmes, pour promouvoir aussi les principes démocratiques, pour dénoncer des violations arbitraires ou l'utilisation excessive de la force, par exemple, par les forces de sécurité. Les autorités de la région, en tout cas nombreuses autorités de la région, au lieu de répondre à ces préoccupations, en fait, ils répondent par la répression. Et c'est le cas notamment
dans les pays aujourd'hui dirigés par des régimes militaires, que ce soit dans le Sahel ou en Guinée, régimes issus de coups d'État, où on voit que ces autorités s'efforcent véritablement de réduire au silence toute contestation de leur pouvoir. Mais c'est aussi le cas dans d'autres pays où des autorités cherchent aussi à réprimer ces voix contestataires, notamment et principalement à l'occasion de processus électoraux particulièrement tendus. Et je pense que ça résonne évidemment ici au Sénégal, et Seydi, j'imagine, en parlera. Donc, dans ce rapport, on a pu documenter cette restriction de l'espace civique, c'est-à-dire notamment des interdictions illégales de manifestations. Ça a été le cas au Sénégal, mais je ne m'y pencherai pas, mais aussi dans d'autres pays, où alors par exemple en Guinée, les interdictions sont tout bonnement interdites de manière générale. On a aussi pu documenter l'utilisation excessive de la force par des forces de sécurité lors de manifestations. Ça a été le cas aussi au Sénégal, mais également en Guinée et dans d'autres pays. On a pu documenter aussi de nombreuses violations, détentions arbitraires de membres de la société civile, membres d'ONG, activistes, blogueurs. Et c'est le cas notamment dans les pays du Sahel, où on a pu documenter une multiplication de ces cas ces derniers mois, et notamment aussi des cas de disparition forcée, où les autorités souvent utilisent les forces de sécurité pour enlever des personnes dans la rue, au domicile de ces personnes, à leur bureau, pour finalement disparaître, parfois quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois ou plus encore, et parfois réapparaître dans le circuit judiciaire pénal normal, mais après donc une longue disparition où les autorités ont nié détenir ces personnes et où ni les avocats, ni les familles de ces personnes disparues n'avaient de nouvelles d'eux. Et donc, on peut donner, par exemple, citer le cas des deux membres du FNDC que vous connaissez en Guinée, qui sont disparus maintenant depuis le mois de juin dernier, et donc nous sommes toujours sans nouvelles. Mais c'est aussi le cas du journaliste Camara, en Guinée également, qui a été aussi enlevé il y a quelques mois et dont la famille n'a toujours plus de nouvelles, ou encore le cas au Burkina Faso de plusieurs membres du mouvement Sens qui ont été enlevés au mois de mars, et dont nous sommes toujours sans nouvelles aujourd'hui. Au-delà de ces arrestations arbitraires et de ces détentions illégales ou disparitions forcées, on a pu aussi noter des interruptions d'Internet, par exemple, dans plusieurs pays, notamment à l'occasion de manifestations, et ce pour évidemment entraver la mobilisation de la société civile, et différentes attaques aussi contre des médias dans plusieurs pays, avec la suspension de médias radio ou télévision, notamment dans les pays du Sahel, mais pas uniquement. Donc voilà un peu les problématiques transversales que je voulais aborder aujourd'hui et qui ressortent donc du rapport annuel. Mais je voulais terminer juste pour dire que, au-delà de ce constat assez sombre, et qui existe aussi d'ailleurs dans d'autres régions du monde, la société civile africaine, et notamment dans la région Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, est extrêmement dynamique, continue de se mobiliser pour justement revendiquer ses droits, malgré les obstacles que j'ai énoncés. Et grâce à cette mobilisation, on a pu aussi constater de nombreux progrès, ou en tout cas de nombreuses résultats positifs en termes de protection des droits humains, avec des lois qui ont été votées comme celle au Sierra Leone dont je vous faisais part sur l'interdiction des mariages précoces, ou encore en Gambie, il y avait une loi en préparation pour revenir sur l'interdiction des mutilations génitales féminines, et la mobilisation de la société civile a réussi à empêcher donc l'adoption de cette loi. Il y a aussi des progrès vers l'abolition de la peine de mort dans plusieurs pays qui sont portés par la société civile. Et donc Amnesty continuera et continue de se porter en soutien de cette société civile pour atteindre des objectifs, en tout cas des résultats positifs en matière de protection des droits humains dans la région. Je vous remercie. Merci donc Marceau pour la présentation de la situation dans la région. Et je vais à mon tour parler de la situation au Sénégal. Il faut
préciser que le rapport annuel, pour ceux qui vont lire le rapport intégral, parle essentiellement des faits survenus pendant l'année 2024, même si des tendances lourdes pour 2025, lorsqu'elles existent, peuvent être évoquées, mais ce sont essentiellement des faits survenus pendant l'année 2024. Et l'année 2024, comme vous le savez tous, elle a commencé évidemment pendant le premier trimestre par des événements particulièrement violents. Vous vous rappelez tous la violence qui est survenue dans le pays après la décision de l'ancien président de reporter l'élection présidentielle, et violence pendant lesquelles, notamment pendant les journées du 9 et 10 février, on a enregistré 4 personnes tuées à Dakar, à Ziguinchor et à Saint-Louis, notamment 2 étudiants de l'Université de Saint-Louis, par les membres des forces de défense et de sécurité qui ont fait usage excessif de la force, n'est-ce pas, pour réprimer ces manifestations qui contestaient le report de l'élection présidentielle de février 2024 par le président Macky Sall. Au cours, évidemment, de ces manifestations, quelques 150 personnes avaient été arrêtées, n'est-ce pas, et déférées à la justice. Plusieurs personnes ont subi de la maltraitance, parmi lesquelles des journalistes. Nous avons tous vu des images de journalistes qui ont été sévèrement malmenés. Certains ont même été blessés, parmi lesquels on peut citer Mor Amar du journal Enquête, mais aussi la journaliste Absa Anne, qui a également subi de la violence. Pendant cette période, nous avons eu des mesures de suspension des médias. Médias tels que Walfadjri a été suspendu parce que simplement Walfadjri couvrait les événements malheureux qui ont eu lieu pendant cette période-là. Il y a eu aussi des restrictions d'accès à Internet pour casser les mouvements de protestation qui avaient lieu suite à cette décision du président de reporter donc l'élection présidentielle. Alors l'autre question sur laquelle, l'autre thématique, c'est évidemment la question des libérations des détenus qui ont eu lieu pendant cette période. Nous le savons tous, beaucoup de personnes qui avaient été arrêtées entre 2021 et 2024 ont été libérées pendant cette période. Avant même le vote de la loi d'amnistie, beaucoup de personnes ont été libérées, parmi lesquelles des mineurs ont été libérés pendant cette période-là. Pendant cette période également, on se rappelle très bien, il avait été voté donc une loi d'amnistie dont le but était d'accorder une impunité totale, n'est-ce pas, pour les graves violations des droits humains qui ont eu lieu entre mars 2021 et mars 2024. Cette loi d'amnistie que nous avions à l'époque vivement dénoncée et qui a été votée malgré tout par la majorité qui était au pouvoir à l'époque, a fait en sorte que toutes les plaintes qui avaient été déposées, et nous, Amnesty, nous avions assisté à l'époque toutes les familles, à l'exception de la famille d'un étudiant, l'étudiant Prosper Senghor, qui avait été tué à Saint-Louis. Toutes les autres familles avaient été, avec l'aide et l'assistance d'Amnesty, avaient pu porter plainte, n'est-ce pas, auprès du cabinet d'instruction et avaient disposé d'un avocat. Mais le vote de la loi d'amnistie a évidemment entraîné un blocage, sinon le classement, toutes les plaintes qui avaient été déposées par les familles, aussi bien à Dakar, à Ziguinchor, à Saint-Louis, à Kolda, mais aussi à Sédhiou, pour ces actes graves de violation des droits humains. Et période pendant laquelle, évidemment, Amnesty a recensé plus de 65 personnes tuées, n'est-ce pas, pour la plupart par les membres des forces de défense et de sécurité. Toutes n'étaient pas des manifestants. Certaines des personnes tuées étaient évidemment des gens qui passaient simplement, qui ont été pris dans les manifestations et qui, évidemment, ont perdu la vie suite à ces manifestations-là. Il y a aussi la question des prisons au Sénégal qui restent surpeuplées. C'est vrai que beaucoup d'efforts sont en train d'être faits pour construire de nouvelles prisons. Nous en avons conscience. Aussi bien à Fatick, une nouvelle prison va être inaugurée prochainement.
À Sibirotane, on construit une autre prison, mais les prisons sénégalaises restent vétustes, elles datent toutes de l'époque coloniale, et elles ne sont pas propices à garantir la santé, n'est-ce pas, des détenus. Au-delà, évidemment, des problèmes de nutrition et de soins médicaux, les conditions de détention, la vétusté des prisons, l'humidité, n'est-ce pas, le manque d'aération qu'on note dans ces prisons, fait que très souvent des épidémies peuvent se déclencher, comme évidemment ces cas de tuberculose qui ont été observés à Rebeuss, la prison la plus problématique du Sénégal, pendant cette période-là. La liberté d'expression, évidemment, on sait tous que le 24 mars, il y a eu une élection présidentielle, pendant laquelle un nouveau régime est arrivé au pouvoir avec l'élection du président Bassirou Diomaye Faye, qui a été élu président de la République. Et évidemment, ce que nous avons observé, c'est que même si en matière de liberté d'expression, on n'emprisonne plus les gens pour avoir liké des émitocones ou liké des publications, on n'assiste plus à ce type d'abus, n'est-ce pas? Mais les tendances ont continué. Les personnes ont continué à être arrêtées parce que simplement, ils ont exercé de façon inappropriée la liberté d'expression. On se rappelle tous, pendant cette période en tout cas, des arrestations d'Amir Suzanne Camara, qui avait taxé le président de la République de menteur, du cas de Cheikhna Camara, qui lui a été arrêté et placé sous mandat de dépôt parce que simplement il avait évoqué une affaire entre le président, une dispute entre le président de la République et le Premier ministre, une affaire qui aurait pu faire rire simplement les personnes concernées, faire rire les Sénégalais, parce qu'une bagarre entre un président et un Premier ministre, c'est inimaginable dans la tête de n'importe quel citoyen sénégalais, mais cela a quand même entraîné son arrestation, son placement sous mandat de dépôt, et plus tard donc son jugement. Nous pensons que ce genre, évidemment, d'atteinte à la liberté d'expression devrait être évité. Et cette tendance continue cette année avec beaucoup de journalistes qui quand même ont été interpellés, même s'ils ont été libérés quelque temps après des périodes de garde à vue. Mais ça continue et cette tendance, de notre point de vue, doit évidemment cesser. L'État du Sénégal doit aller dans le sens de décriminaliser, supprimer les peines de prison pour toutes les infractions liées à la liberté d'expression. C'est cela que demandent toutes les instances onusiennes de défense des droits humains. C'est cela également que demandent les juridictions africaines. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, la Cour sur la CEDEAO ont tous, n'est-ce pas, rendu plusieurs décisions où elles considèrent que les peines privatives de liberté pour un exercice inapproprié de la liberté d'expression, c'est-à-dire la diffamation, l'offense au chef de l'État, la diffusion de fausses nouvelles, que les peines de prison étaient disproportionnées et que les États étaient encouragés à les supprimer. Et en outre, lorsqu'on exerce le pouvoir, on est exposé à la critique et on doit être vraiment tolérant envers la critique. Lorsqu'on n'est pas tolérant envers la critique, évidemment, on court le risque de mettre énormément de gens en prison. Et cela n'est bon pour aucun régime, aucun pays, et surtout pas pour la démocratie, parce que la démocratie, la liberté d'expression est au centre, n'est-ce pas, de l'exercice de la démocratie. Lorsque les citoyens ont peur en allant dans les médias, en se disant, écoute, je vais dans les médias, peut-être qu'au sortir de ces médias, je vais dire quelque chose qui va me valoir des poursuites judiciaires, vous imaginez ce que cela crée, en termes, évidemment, d'entrave, justement, au processus démocratique. Donc, nous encourageons le pouvoir actuel à rompre avec cette pratique du passé, à faire en sorte que, évidemment, il soit beaucoup plus ouvert à la critique, même si la critique peut être inappropriée, il doit être beaucoup plus ouvert, beaucoup plus tolérant envers la critique, et éviter, n'est-ce pas, systématiquement de porter des plaintes. Le parquet également doit être instruit, parce que le gouvernement est quand même, l'État est responsable, le garde des Sceaux est responsable de la politique pénale. On peut demander au parquet, n'est-ce pas, d'éviter autant que possible de s'autosaisir pour des cas qui, à la limite, auraient pu faire l'objet de démentis. Je cite le cas de l'université de Thiès qui récemment a fait l'objet d'accusations. Elle a fait un communiqué
elle a démenti. Et c'est tout. On n'a pas besoin de porter plainte. Et pourtant, il y a des gens qui demandent à l'université de porter plainte. Donc, vous voyez, il faut vraiment revoir le traitement qui est accordé à ces cas, si on ne veut pas tomber dans les mêmes dérives que Macky Sall, et remplir les prisons des personnes qui critiquent donc le régime. En ce qui concerne les droits des femmes et des filles, le Code de la famille, comme vous le savez, confère toujours l'autorité paternelle et conjugale aux hommes uniquement, et désigne le mari comme chef de famille. Cela prive les femmes et les filles des droits et de l'autorité sur leur ménage et leurs enfants. L'article 111 du Code de la famille exigeait l'âge minimum légal du mariage à 16 ans pour les filles et à 18 ans pour les garçons. Au-delà de cette discrimination, nous savons tous que la Convention des droits de l'enfant des Nations Unies fixe l'âge légal du mariage, l'âge légal de la majorité à 18 ans. Et le Sénégal a ratifié cette convention. Et le Sénégal est parti à cette convention. Et donc, aujourd'hui, il urge d'harmoniser l'âge du mariage à 18 ans pour les filles et pour les garçons. Et c'était également une recommandation des assises de la justice de faire cette harmonisation pour que, évidemment, l'âge du mariage pour les jeunes filles soit, évidemment, porté à 18 ans. Nous savons qu'il y a énormément de forces qui sont contraires à cela, mais l'État a signé, l'État a ratifié, l'État doit respecter, n'est-ce pas? Le Conseil constitutionnel nous a rappelé récemment, a rappelé à l'État que lorsqu'on signe et qu'on ratifie, on doit respecter. Et donc, nous attendons à ce que très rapidement, l'État du Sénégal puisse procéder à cette réforme de la législation pour accorder l'autorité paternelle, l'autorité parentale à l'ensemble des conjoints dans la famille, et que, évidemment, les femmes ne soient plus discriminées dans le cadre du mariage. En ce qui concerne les droits des enfants, on peut dire qu'on est toujours dans le statu quo. Les enfants talibés, ils sont des milliers au Sénégal, toujours en train de mendier du matin au soir dans les rues, n'est-ce pas? Souvent sous la contrainte, n'est-ce pas? Dans presque tous les cas d'ailleurs, sous la contrainte de maîtres coraniques, au profit desquels ils mendient en violation de la loi. Vous savez tous que la loi de 2005 sur la traite des personnes interdit clairement l'exploitation, n'est-ce pas, des personnes par la mendicité. C'est une infraction passible de 2 à 5 ans d'emprisonnement de convoyer des enfants et de les contraindre à mendicité pour en tirer profit. C'est une infraction. Malheureusement, c'est une infraction qui est commise tous les jours aux yeux, au su des autorités, de la police, de la justice. Et personne, absolument personne, ne prend des mesures pour que la loi soit respectée et que le sort de ces enfants soit évidemment amélioré. Nous avons rencontré il y a quelques jours le ministre de l'Éducation nationale qui nous a parlé de tous les projets de l'État visant justement à faire adopter rapidement la loi sur le statut des Dara, mais aussi le code de l'enfant. L'État promet d'organiser prochainement des concertations pour recueillir à nouveau les avis des différents acteurs, y compris la société civile, et avant de voir s'il y a opportunité de retoucher le projet de loi qui a été adopté en Conseil des ministres en 2018 et en faire une loi de la République pour organiser l'enseignement coranique et faire en sorte que son financement par le pouvoir public soit possible. Donc nous attendons à ce que ces concertations aient lieu rapidement et que très rapidement, n'est-ce pas, la loi sur les Dara, le statut des Dara, soit votée par le Parlement. En ce qui concerne la migration, vous le savez tous, notre pays, le Sénégal, est non seulement un pays de départ des migrants, mais c'est aussi un pays de transit. Les dernières pirogues qui ont été interceptées ont montré clairement qu'on est également un pays de transit, pas simplement un pays de départ. Et au cours de l'année 2024, selon l'ONG espagnole qui basée aux îles Canaries et qui fait un décompte sur les départs, Caminando Fronteras, environ 959 personnes migrantes avaient embarqué des côtes sénégalaises, qui avaient embarqué des côtes sénégalaises vers les îles Canaries, ont péri en mer. 959 personnes ont péri en mer. Donc, il faut absolument que l'État, n'est-ce pas, redouble d'efforts
pour empêcher justement ces départs qui sont souvent le fait de trafiquants. Nous savons que récemment, beaucoup d'arrestations ont eu lieu. Le président a déclaré publiquement la guerre contre les trafiquants et les convoyeurs. Et cela a entraîné, notamment dans les îles du Saloum, beaucoup justement d'interceptions de pirogues, mais également beaucoup d'arrestations et évidemment d'emprisonnement de convoyeurs. Cette lutte doit continuer, n'est-ce pas, parallèlement aux efforts évidemment de solutions aux problèmes, n'est-ce pas, qui sont à la base de cette migration, à savoir les problèmes d'emploi et de chômage des jeunes au Sénégal et dans les pays donc, du Sahel. En ce qui concerne les droits économiques, sociaux et culturels, nous constatons quand même une grande volonté de l'État du Sénégal de faire en sorte que les droits économiques, sociaux et culturels des communautés, notamment dans les zones minières, soient respectés, que les ressources minières puissent évidemment profiter aux communautés qui sont évidemment impactées. Et cela se traduit par des mesures, plusieurs mesures, visant à faire en sorte que dans la zone de Matam, pour l'exploitation des phosphates de Dendori, que évidemment les communautés soient consultées, que les impactés soient recensés, n'est-ce pas, et que des solutions soient apportées aux différents mouvements de protestation qui ont lieu dans la zone de Dendori par les communautés qui ont perdu leur champ, qui sont impactées par les nuisances environnementales de l'exploitation du phosphate, que ces communautés-là puissent être évidemment répertoriées et indemnisées. Et cela, nous le saluons, parce que beaucoup de conflits en Afrique, évidemment, naissent des suites de l'exploitation des ressources naturelles, une exploitation inappropriée des ressources naturelles. Nous saluons également la décision de l'État du Sénégal prise plutôt cette année, l'année dernière, au mois de juin, de suspendre jusqu'au 30 juin 2027 toute exploitation de l'or dans un périmètre de 500 mètres autour de la Falémé, cette rivière qui était très polluée par l'exploitation artisanale de l'or. Et cette décision est salutaire parce qu'elle vise à préserver la Falémé, qui n'est pas seulement, disons, un cours d'eau pour l'agriculture, etc., mais c'est également une source d'eau douce, n'est-ce pas, pour les populations environnantes. Et elle était gravement menacée par l'exploitation, l'usage des produits chimiques, notamment du mercure, par les communautés qui exploitaient de l'or de façon artisanale. Et cette décision, il faut la saluer parce qu'elle vise à préserver donc l'environnement et notamment donc la Falémé. Je tiens aussi à dire que en matière de reddition des comptes, nous avons quand même observé que pour tous les cas survenus en 2024, aussi bien la justice que la hiérarchie policière ou la gendarmerie ont agi avec diligence. Nous avons enregistré au moins un cas de décès en détention pendant l'année 2024, n'est-ce pas? Nous nous rappelons tous, c'est le cas du jeune de Pikine qui a été subi de mauvais traitements, qui a été torturé par des policiers au Technopole. Il y a eu une plainte qui a été déposée par la famille avec l'aide d'Amnesty. Et à moins d'1 an, au mois de janvier dernier, les policiers ont été jugés et condamnés. Ça, c'est une diligence qu'il faut noter. Il y a également le cas de ces allégations de torture qui ont eu lieu dans un hôpital, figurez bien, dans un hôpital à Foundiougne. Lorsque nous en avons parlé dans les médias, le jour même, n'est-ce pas, la gendarmerie prévôtale s'est déplacée à Foundiougne et le gendarme, le commandant de brigade, a été arrêté et mis aux arrêts, n'est-ce pas? Cela également, c'est quelque chose qu'il faut saluer, cette diligence que nous commençons à observer dans la lutte contre l'impunité pour les violations des droits humains. Et tout comme nous saluons les efforts qui ont été faits pour que les victimes, n'est-ce pas, de la période 2021-2024 puissent obtenir justice. Et nous pensons que le Conseil constitutionnel vient de montrer la voie à l'État pour que, justement, les poursuites qui avaient été gelées du fait de l'ordre d'Amnesty soient diligentées et que les victimes et les familles puissent obtenir justice. Donc, c'est cela que nous voulions dire globalement sur la situation au Sénégal. Et
évidemment constater qu'il y a des signes qui montrent que l'État veut lutter contre l'impunité, que l'impunité ne sera plus tolérée pour les violations des droits humains, mais il faut que les actes comme celles qui ont été posées pour les victimes de 2024 continuent afin que les nombreuses victimes de la répression de 2021-2024 puissent obtenir également justice très rapidement. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire en guise de présentation liminaire de la situation au Sénégal. waaw mun naa ko baamtuwaat ci wolof waaw donc colonisation ba la fi bayoon kaso yu nag tax na ba souvent n'est-ce pas feebar dina fa déclenché ay épidémie dina fa déclenché moo tax ñu ngi ñaan non seulement ñu tabaay kaso yu bees te état mu ngi defee jéego xam nañu ne Fatick nañ fa inauguré kaso bu bees ci xëy na semaine yi di ñëw Sébi tamit ñu ngi fay tabax beneen kaso bu bees waaye war nañu xoolaat loi yi ba li yóbbu nit ci biir kaso mooy doon lu yomb waaw nit ki su defee ay infraction yu sérieuse war nañ ko ci biir kaso waaye wax sa xalaat wala boog yeneen genre infraction yi warul tax ñu yóbbu nit ci biir kaso war nañu mën a imaginer ay peine alternative à l'emprisonnement wala boog bracelet yi nga xam ne am na fi léegi éviter que nit ñi di dem ci kaso di feesal kaso yi. ci wàllum njaboot yi évidemment code de la famille mi nga xam ne du jigéen ñi rek ñooy ñaxtu ci mbirum code de la famille waaye képp koo xam ne citoyen nga rek bëgg nga góor ak jigéen ñu yem ci espace public ñu yem ci ay droits n'est-ce pas yaa ngi koy ñaxtu code de la famille boobu ba léegi gisaguñu réforme te réforme yooyu war nañ ko mën a def nu mu gën a gaawee de sorte que ci biir sëy n'est-ce pas góor ak jigéen ñu mën a am les mêmes droits surtout ci wàllum njaboot tey jigéen su bëggoon tukki tey ak ay doomam su dee amul autorisation borom këram mun na bañ a yóbbaale doom yi yooyu yëpp war nañ ko seetaat bu baax a baax de sorte que évidemment ñu mën a yemale jigéen ak góor ci biir sëy xam nañu ne du neex ñu bëri ci wàllu diine waaye Sénégal dafa signé dafa ratifié ay traités internationaux ñun lii fi nekk mooy fàttali état bi lu mu signé ak ñu mu ratifié kon ñu ngi ñaax état bi très rapidement pour que ñu mën a réformer évidemment code de la famille gën a jox jigéen ñi seen cër ci biir njaboot gi ak ci biir sëy bi surtout jigéen ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ak góor ñi n'est-ce pas dañu war nañ yem en matière de droit. ci mbirum sëy tamit gis nañu ne âge bi nga xam ne ku góor ki war na mën a sëy wala ku jigéen ki war na mën a sëy du benn ku góor ki n'est-ce pas fukk ak juróom-ñetti at la waaye ku jigéen ki fukk ak juróom-benn at. loolu non seulement discrimination la ci diggante góor ak jigéen waaye violation convention des droits de l'enfant charte bi nga xam ne Sénégal daf ko ratifié yàgg na dafa ne majorité pour nga nekk majeur il faut nga am 18 ans kon jàpp xale bu jigéen maye ko avant 16 ans mooy nga maye ko alors que nekkul majeur donc ñu ngi ñaax état pour que ñu harmoniser l'âge du mariage diggante góor ak jigéen ci législation au Sénégal te loolu bokk na d'ailleurs ci lii assise de la justice bi fi amoon daaw au mois de juin recommandé au président de la République leneen tamit li nga xam ne ñu ngi koy ñaax nguur gi te assise de la justice daf ko recommandé woon mooy recherche de paternité gis nañ ci biir dëkk bi caay-caay yu bëri n'est-ce pas da ngay nekk ak jigéen mu ëmb n'est-ce pas nga bañ ëmb bi xale bu juddu du xam baayam te yoon contraindreul n'est-ce pas ku góor ki pour mu soumettre ay recherche de paternité loolu dafa war a jeex dafa war a jeex assise de la justice daf ko recommandé woon état bi pour que mu xoolaat législation bi ñun ñu ngi ñaax nguur gi pour ñu xoolaat législation bi pour que képp koo xam ne n'est-ce pas ñii teg nañ sa bët ngay génne ak ndaw si mu ëmb nga ne du yow n'est-ce pas yoon mun la contraindre nga def recherche de paternité loolu vraiment revendication la boo xam ne ñu ngi koy def te ñu bëgg a xam ne du jigéen ñi rek ñoo ko porté waaye ñun tamit ñu ngi ko porté toute la société civile ñu ngi koy porté ci wàllum xale yi problème mu ndongo daara yi ba léegi mu ngi fi kenn waxul ne n'est-ce pas njàngalem daara waratul am ci biir réew mi li ñu bëgg mooy képp ku jàng daara n'est-ce pas comme xale yi jàng ci biir l'école nga mun a jàng ci ay conditions yoo xam ne dina respecter sa dignité
n'est-ce pas dina respecter tamit sa intégrité physique waaye nag ci biir daara n'est-ce pas fajar ba jant soo yaa ngi ci mbedd bi di yelwaan n'est-ce pas ñu lay dóor di la teg ay métit ay jéng ak yeneen loolu moo war a bokkatul ci njàngalem daara ci état boo xam ne c'est état de droit la comme Sénégal moo tax ñu ngi exhorter état Sénégal pour que charte mi nga xam ne moom la régime bi fi jógee adopté woon te lu baax pour maanaam organiser daara yi maanaam loi sur le statut des daara pour que mën a adopté loi boobu nu mu gën a gaawee de même que le code de l'enfant gis nañu ak ministre de l'éducation yàggul nee na dañuy organiser beneen concertation pour seet lan moo gàllankooroon adoption loi yooyu ñu mun retoucher su dee dafa laaj ñu retoucher loi yooyu waaye am nañu volonté pour adopter ko ñu ngi leen di encourager ci loolu du wax ne société civile dañuy continuer di leen jàppale pour que évidemment changement boobu mun a am nu mu gën a gaawee ci wàllum ñi dugg gaal di dem ci Europe tamit problème la parce que suñu naataangoo benn ONG espagnol bi nga xam ne ñoom ñooy maanaam recensé ñi ñàkk seen bakkan wala bokk di def ay statistiques yi ñàkk seen bakkan wane ni lu mot junni nit yi nga xam ne Sénégal fi lañu duggee gaal di dem Espagne ñàkk ni seen bakkan ci biir géej gi loolu dafa bëri moo tax ñu ngi rafetlu n'est-ce pas engagement public bi président jël pour xeex ñi nga xam ne ñoom ñooy n'est-ce pas appareil gaal yooyu n'est-ce pas ñooy maanaam trafiquants yi engagement public état pour xeex trafiquants yi ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax di rafetlu tamit arrestation yu bëri yi nga xam def nañu ko ci jamono yi parmi les trafiquants yi ñuy dugal xale ci biir gaal yi n'est-ce pas pour yóbbu leen n'est-ce pas ñàkk seen bakkan xëy boobu dafa war a continuer n'est-ce pas pour que Sénégal bañ a nekk ci zone de départ parce que Sénégal non seulement zone de départ zone de transit la gaal yu mujj yi nga xam ne moom la ñu jàpp ak Foundiougne ak déta Île du Saloum dafa wane ne la plupart ñi nekkoon ci biir gaal yooyu du ñu ay doomu Sénégal ñii ay Guinéen lañu ñii ay Gambien lañu ñii waa Guinée-Bissau lañu et cetera kon non seulement zone de départ la pour les Sénégalais mais aussi zone de transit la ñii dañu jóge ci fu nekk ci sous-région bi ñoo dugg gaal Sénégal pour dem loolu dañ ko war a xeex bi dafa war a continuer ni ko njiiti réew mi waxee dañ ko war a continuer xeex ko bu baax a baax ba bay Sénégal bañ nekk ci zone de départ évidemment parallèlement il faut que ñu attaqué wu les causes profondes de l'immigration clandestine mooy fexe bi xale yi xam xëy n'est-ce pas mun a tekk ci biir réew mi njëriñ seeni mbokk ci biir réew mi te loolu mooy évidemment lii nekk la cause sous-jacente ak cause principale bi tax ba nit ñi di dem ñu ngi évidemment rafetlu bu baax a baax décision gouvernement Sénégal pour que lépp li nga xam ne ressource naturelle la n'est-ce pas mu mun a njëriñ askan wi surtout askan wi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci gox yi nga xam ne fa la ñu exploiter ressources yooyu loolu non seulement ay discours la waaye wane nañ ko ci ay matuwaay parce que ci at mi passé ci Ndendori ci Fouta foofu ñu ngi fay exploiter li mel ni phosphate ñu jël ci nag suuf si bëri ci waa gox yooyu am tamit pollution bu bëri xam ngeen phosphate ak pollution lay ànd loolu yëpp état jël na ay matuwaay pour que ñu recenser ñi nga xam ne ñoom ñoo am impact ñoom la exploitation bi di impacté n'est-ce pas ñu mun la saafara pollution boobu waaye tamit ñu mun leen indemniser loolu lu am solo la parce que xam nañ fii ci biir Afrique conflit yu bëri li koy andi mooy espace de ressource naturelle ngay jël alal bu rëy ci benn gox di ko yóbbu te ñi fa dëkk n'est-ce pas ñu nekk ci ndóol loolu mooy andi généralement les problèmes kon vraiment c'est extrêmement important et salutaire que ñu jël matuwaay yooyu à Ndendori te ñu leen di ñaan ñu jël ko partout au Sénégal où les ressources naturelles sont en train d'être exploitées ci mbirum environnement tamit gis nañu décision bu am solo boo xam ne ministre des mines ak état bi jël nañu ko maanaam daal di dàq lépp lu exploitation traditionnelle de l'or ci wetum Falémé géej la boo xam ne non seulement nit ñi dañuy utiliser ndox mi pour béy waaye ndox moomu moom la ñuy naan moom la ñuy roose moom la ñuy def lu nekk te ndox boobu dem nañu ba commencé di koy polluer ak mercure ak yeneen produits chimiques yoo xam ne ñu ngi ko doon utiliser pour exploiter or bi état ji nag ay matuwaay pour tere loolu ba 2027 en attendant que ñu xool n'est-ce pas ni ñu saafara mbir mi dañoo tere exploitation de l'or n'est-ce pas ci lépp loo xam ne jéggi na Falémé loolu ñu ngi ko rafetlu bu baax parce que Falémé c'est une source de vie
pour les populations de cette zone-là. Kon cette nouvelle attention aux questions environnementales ñu ngi koy saluer bu baax a baax parce que le droit à un environnement sain, le droit à l'eau potable, le droit à la santé ay droits fondamentaux yoo xam ne benn état waru ko négliger kon loolu ñu ngi ko rafetlu bu baax a baax. maa ngi terminer di wax ne c'est vrai que am nañu ay critiques ci wàllum liberté d'expression, arrestation yi nga xam ne mu ngi am ba léegi ñu tëjee nit ba léegi mais constaté nañu vraiment ay jéego ci wàllum xeex impunité muy impunité boo xam ne takk der ñoo ko def wala boog bu keneen def vraiment y a des signaux forts que bëgg nañu xeex impunité te loolu vraiment ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax parce que impunité moom mooy andi problème ci réew mooy andi violence di répété wu mooy andi tamit fitna parce que su dee dañ lay tooñ te mënoo am justice n'est-ce pas lu mënu ju rek mooy fitna kon loolu la amoon di koy wax ci wolof ci li ma jotoon a wax ci nasaraan di xaar nag su dee am ngeen ay question pour man wala sama naataango Marso ñu mun ci répondre